Alors, Jean-Joseph, merci pour cet entretien. On poursuit avec la question, donc tu es assez spécialiste et de l'Inde et de la Chine et de l'Afrique. Et quelle pourrait être leur vision du monde? Comment ils voient les 20-30 prochaines années? C'est ça. Ils ont une grande confiance. C'est confirmé par les sondages, pas de 1000 personnes, mais de 10 000, 30 000 personnes à l'échelle de ces continents, fait par le Pew Institute aux États-Unis, qui est considéré comme une source assez fiable de l'état d'esprit, de l'opinion. Donc ce qui frappe, c'est cette grande confiance qu'ils ont, et notamment que la jeunesse a, et qui ressemble un peu à ce qui a pu se passer en France dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Simplement, on voit bien qu'ils ont à la fois une grande confiance dans leur capacité de décollage, notamment en Afrique, c'est très très net. On regarde la Chine et les Africains aujourd'hui disent maintenant c'est notre tour. Hein. Quant aux Indiens, le taux de croissance cette année 2015 va être supérieur au taux de croissance de la Chine. Ça va être une fête nationale au moment du festival de Holi, j'en suis persuadé. En même temps, ils sentent bien qu'ils ont des défis monstres en face. Notamment, bien sûr, plus tôt d'ailleurs, les autorités. Pour ce qui est de ces défis, c'est, le terme revient tout le temps, la soutenabilité de leur modèle de développement et de croissance. Parce qu'ils arrivent à la table du festin, on leur dit il n'y a plus de pétrole, le charbon pollue la planète, le cuivre, les matières premières, non, vous ne pourrez pas vous appuyer là-dessus pour vous développer. Donc ils ont ça en face d'eux. Alors, ils pourraient en tirer des leçons très pessimistes. Et en fait, non, c'est assez intéressant de voir comment ils saisissent ces défis comme autant d'opportunités pour aller au-delà du modèle industriel du XXe siècle dans les pays occidentaux. Par exemple, dans le solaire, dans la voiture électrique, dans l'éolien, dans le retraitement des déchets, etc. On voit que ces pays commencent à être à la pointe en réalité. On l'a vu notamment avec le téléphone mobile. Le téléphone mobile, je me rappelle d'une Chine, encore début des années 2000, où il y avait 10% seulement de la population qui était équipée du téléphone mobile. Aujourd'hui, c'est 1 milliard de Chinois qui ont un smartphone, et les autorités essayent de contrôler tout ça, mais les Chinois sont suffisamment rebelles pour ne pas se laisser compter, et donc inventer en permanence des moyens de contourner les contrôles de la muraille du mobile, de l'Internet. En Afrique, taux d'abonnement au téléphone mobile quasiment identique à celui de la France maintenant. Donc, c'est défi gigantesque. En même temps, ils saisissent ces défis pour dire « Regardez-nous ce qu'on va faire, on va vous dépasser ». Et d'une certaine façon, c'est tout à fait crédible. Pour la population, le défi principal, l'inquiétude principale, c'est celle de l'emploi. Et là, l'Occident ne se rend pas compte du défi que ces pays ont. Au moment de la révolution industrielle, on estime que le quart de la population active britannique va immigrer, et notamment aux États-Unis. Et c'est le cas en Italie, mais c'est le cas aussi en France, moins quand même, parce que la démographie française était moins explosive que dans d'autres pays. Mais il y a eu des Européens qui sont partis dans le monde entier. La colonisation n'a pas seulement été la prise de conquête de territoire, c'était aussi une poussée dehors d'un excès de population. Et le problème, c'est que la Chine, l'Inde, voire l'Afrique, sont aujourd'hui dans un espace relativement clos. Les pays riches, là, ils érigent des barrières. Hein, il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand il y a quelques milliers d'Africains qui viennent sur les côtes de la Méditerranée. Et donc là, pour eux, c'est leur grand défi. Comment arriver à trouver en interne de quoi donner suffisamment d'emplois à cette jeunesse qui arrive. Alors, en Afrique ou en Inde, c'est aux alentours de 15 millions d'emplois qu'il faut créer chaque année. En Chine, on est en phase de ralentissement, c'est plutôt 7 à 8 millions d'emplois. Mais enfin, en France, quand on a créé 10 000 emplois en l'année 2015, ils sont tout contents. Donc, il faut imaginer le changement d'échelle. Donc, la population, de ce point de vue-là, est assez, non pas inquiète, mais c'est son problème numéro un. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, que finalement, la structure familiale, en Afrique ou en Inde, mais aussi en Chine, reste une cellule extrêmement importante, parce que c'est au sein de la famille
que s'opèrent finalement ces transferts qu'on appelle intergénérationnels. La famille a quasiment disparu. Bien sûr, solidarité. Il n'y a pas de sécurité sociale en Afrique, il n'y en a pas en Inde. C'est la famille qui sert de sécurité sociale. La Chine, il y a une sécurité sociale qui a été mise en place par Mao, mais qui a été relativement démantelée. Et donc aujourd'hui, les vieux se retrouvent un peu tout seuls et ils attendent tous de leurs enfants. Chaque enfant en Chine va devoir porter ses parents et ses grands-parents. Donc chaque individu va avoir 4 à porter dans quelques années. Et donc la cellule familiale avec un seul enfant, avec sa politique de l'enfant unique, a encore plus mis la pression sur celui qui reste par rapport à l'Afrique ou l'Inde. Oui, mais la famille qui a été poussée dehors par la Chine communiste revient en force comme étant la cellule qui va sauver le pays. Et je pense qu'effectivement, c'est la famille qui va sauver la Chine. Quand tu parles de la question du travail, donc on est tous concernés à des échelles de nombre différents, mais on est tous concernés par ça. Et on sait que les évolutions technologiques robotisent un maximum d'emplois, ce qui veut dire qu'il y a une détérioration des emplois en Occident, mais pas que. Donc si d'un côté, de façon tout à fait légitime, il y a énormément de jeunes qui souhaitent un emploi partout dans le monde, mais notamment dans ces 3 grands pays, comment est-ce que tu vois l'équation? Parce que nous, on sait qu'on robotise un maximum, donc on dégrade, on abîme, on supprime des opportunités d'emploi, donc il faut qu'on se réinvente avec ça. Et eux, comment est-ce qu'ils vont gérer ça aussi? C'est une question qui touche l'ensemble de la planète. Parce que même si la démographie est moins explosive, abondante dans nos pays, on voit bien que la crise de l'emploi est partout. C'est en fait le modèle du capitalisme du 19e, du 20e siècle avec le Fordisme, la production de masse, l'emploi de masse, qui est complètement remis en cause. Aujourd'hui, par le phénomène de la mondialisation, si critiqué, mais pas par moi. On voit que la productivité des machines, les types de biens que l'on produit, y compris dans l'agriculture, permettraient à 10 milliards d'êtres humains de vivre en travaillant une journée par semaine. En gros, c'est ça l'équation. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où le partage des ressources est telle qu'on voit bien la concentration des fortunes sur le 0,1% ou le 1% des plus riches, et puis la prolétarisation, mais y compris dans les pays développés où se développe aujourd'hui la pauvreté, se redéveloppe la pauvreté. Donc c'est ce modèle capitaliste. Alors est-ce que c'est le modèle capitaliste qui va se renouveler et trouver les façons de faire face à cela? On a un certain nombre d'indices qui le montrent, le développement des emplois précaires, la mise en place, qu'on le veuille ou non, d'indemnités de chômage un peu partout dans le monde, y compris développées. La proportion d'Américains qui travaillent maintenant au sens normal du terme, ne cesse de chuter. Il y a des gens qui sortent du marché du travail, mais surtout il y a la mise en place d'indemnités, soi-disant d'invalidité, alors qu'il y a des tas de gens qui sont dans cette catégorie-là, en réalité, qui pourraient travailler. Donc on essaie de sortir les gens et on apprend à gérer une pauvreté de masse avec du low cost. Le low cost, qu'on le veuille ou non, c'est aussi en partie... C'est la consommation adaptée à la baisse à la baisse importante des revenus de plus de la moitié de la population. En gros, on a ça. Dans les pays en développement, ils pourraient également choisir un schéma de ce type-là. Et rien ne dit que l'Afrique ou l'Inde ne vont pas inventer un système où, en gros, les très riches et les classes moyennes supérieures vont bien s'en sortir, et puis on va inventer un modèle de low cost pour les autres. La balle est dans le camp aussi des alternatives. Est-ce que les alternatives vont être capables de mettre suffisamment en avant les solutions qu'ils préconisaient dès les années 60 ? Je pense à Ivan Illich, etc. C'est-à-dire travailler 2 heures par jour, avec des niveaux de productivité élevés. Ce n'est pas le robot qui est en cause. Je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre en cause le robot. Le robot, ça peut être une émancipation extraordinaire pour la population. Non, c'est la distribution des richesses. Mais c'est la distribution des richesses, la distribution du travail. De sorte que la part du travail contraint serait réduite effectivement à un minimum et que la part du travail choisi représente 80-90% du temps. C'est un début de XXIe siècle qui bute sur cette question. Ça, c'est indéniable. Et est-ce que tu vois dans ces 3 pays,
des alternatives comme on en voit pousser des tonnes en Occident? Parce qu'on a plein d'initiatives pour essayer de faire les choses autrement. Est-ce que c'est aussi des choses différentes? Alors en Chine, c'est très différent parce qu'en Chine, on a vraiment un modèle de capitalisme d'État très organisé. C'est le parti qui garantit à tous qu'il aura un emploi. Donc c'est aussi les tremblements qu'on observe depuis l'été 2015, depuis la crise financière chinoise de 2015. Est-ce que les autorités vont être capables de faire face à ce défi? Pour ce qui est de l'Inde et de l'Afrique, ils se ressemblent de ce côté-là par rapport à la Chine. Il y a une explosion d'initiatives parce qu'il faut apprendre à se débrouiller. C'est bien ça qui se passe, n'est-ce pas? Donc la microfinance se développe, les associations se développent. Je le répète, la famille. Alors c'est pas la famille au sens nucléaire du terme, le père, la mère et les enfants, c'est la famille au sens large du terme. Sont des lieux où se crée une nouvelle économie. Pour absorber, pour faire face à ces défis-là. Ça n'est pas le modèle alternatif qui est né en Occident, parce qu'il est né, lui, sur la base d'une famille qui avait disparu. Donc là, les communautés sont obligées de se recréer, on est obligé d'inventer de nouvelles communautés. En Inde et en Chine, on peut dire d'une certaine façon qu'ils vont peut-être inventer le XXIe siècle plus rapidement que nous, parce qu'ils n'ont pas détruit ces institutions de proximité. Je le répète, on l'appelle la famille, mais ce n'est pas la famille, c'est beaucoup plus large que la famille. Par exemple, dans les villes africaines, c'est le village. On retrouve dans les grandes métropoles africaines des gens qui viennent donc des différents villages et qui recréent une sorte d'appendice du village d'origine avec tous les réseaux de solidarité autour de cela. Est-ce que pour l'Inde, ça amène quelque part à renouer avec la sobriété proposée par Gandhi? Alors, tout à fait. Ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'en Afrique aussi, on a cette tradition-là. Il n'y a peut-être pas eu de gandhisme, mais il y a une habitude de la frugalité. Il suffit de se rappeler des images, par exemple, des Maasai, ces coureurs de fond qui font des centaines de kilomètres à pied par jour. On a appris à vivre simplement. On a appris à partager le repas. Là encore, en famille, mais aussi avec les amis. Donc il y a des formes de sobriété, de frugalité, qui sont la norme là-bas. Ce qui n'est pas la norme, c'est le mode de développement occidental. Alors on essaye de leur exporter ce modèle de développement dans le cas de développement des industries automobiles. On est en train de leur dire, faites comme nous, consommez comme nous. Et pour l'instant, je ne dirais pas qu'il y a une résistance active, mais de facto, il y a une résistance par rapport à ce mode de vie. Alors je te propose une petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes.